Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Al24 News. Très heureux de vous retrouver pour édition spéciale, votre rendez-vous quotidien dédié au décryptage de l'actualité géopolitique. Et comme de coutume, nous allons consacrer le jeudi à un dossier économique. Il sera question aujourd'hui du Liban, pays frappé par les affres d'une crise économique interminable, pesant de tout son poids sur la vie quotidienne de quelques 7 millions de Libanais. Bien entendu, la crise économique au pays du Cèdre revêt un caractère multidimensionnel. Elle est à la fois politique, financière, mais également énergétique. Alors, parviendra-t-on à terme à entrevoir le bout du tunnel du côté de Beyrouth? Quelles sont les réformes urgentes à mettre en place pour le gouvernement actuel? Et quelles seraient les conséquences d'une crise qui deviendrait à terme endémique? Nous allons en débattre aujourd'hui avec Mireille Ferrali, journaliste libanaise et rédactrice en chef du site Libanon On. Elle est en direct avec nous depuis Beyrouth. Bonsoir Mireille. Bonsoir. Nous rejoint également par Skype depuis Paris l'économiste Alexandre Kateb. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Mais avant de plonger dans le débat, voici un aperçu des principaux indicateurs économiques du Liban. Sans plus tarder, donc, place au débat et l'on va commencer avec vous, Madame Mireille Ferrali. Alors, signe que toutes les choses vont plutôt mal au Liban, une prise d'otage s'est produite aujourd'hui à Beyrouth dans une banque orchestrée par un homme de 42 ans qui aurait pénétré à l'intérieur de l'institution financière pour y exiger la restitution d'un dépôt de plusieurs centaines de milliers de dollars selon la presse locale. Quels sont les derniers développements dans ce dossier, Madame Ferrali? Ce dossier est fini, donc l'homme en question a pris à peu près 35 000 dollars de son dépôt qui est 210 000 dollars dans la banque libanaise pour pouvoir traiter son père qui est en hôpital. En effet, et il est maintenant chez les forces de sécurité. Il s'est rendu, selon la presse locale, l'assaillant s'est rendu à la police? Oui, oui. Très bien, très bien. Il est maintenant avec la police. Très bien. Mais je crois qu'il va être bien défendu. D'accord, très bien. Alors, il y a un peu plus de 2 ans, Madame Ferrali, le Liban était victime d'un véritable drame, qui est l'explosion survenue dans le port de Beyrouth. Est-ce selon vous l'élément qui a plongé le pays dans cette crise ou y a-t-il, selon vous, d'autres facteurs exogènes qui y ont contribué? Donc la crise date avant l'explosion. Elle date à peu près octobre 2020. C'était le déclenchement de la crise avant l'explosion qui a eu lieu en août 2020. La révolution qui a eu lieu au Liban et après les banques ont fermé leurs portes. Et les comptes bancaires ont été déverrouillés, donc verrouillés en effet. Donc, et la crise a commencé en 2020. Après, en mars 2020, le pays a annoncé qu'il ne va pas payer les dettes étrangères. Et donc, c'était comme ça qu'on a commencé une crise qui a des racines qui datent depuis les années 90. Et c'est ce que la Banque mondiale a bien annoncé plusieurs fois. D'accord, très bien. Monsieur Kateb, un tableau exhaustif de l'état économique du pays serait trop long à dresser. Alors, entre l'inflation, l'effondrement de la monnaie et l'explosion des prix des produits nécessaires à la vie, quelle est votre lecture de la situation depuis cette fameuse explosion survenue dans le port de Beyrouth? Écoutez, je crois, comme l'a dit votre invité de Beyrouth, la crise date d'avant cette explosion. Il y a une conjonction de multiples facteurs, à la fois politiques, économiques et sociétaux, qui ont abouti à l'explosion de cette crise qui couvait depuis des années.
qui en fait reposait avant tout sur un modèle économique associé à une gouvernance politique qui étaient tous les deux défaillants. Et l'interaction de ces deux types de défaillances, conjuguée à une troisième vulnérabilité qui est l'exposition au contexte régional que l'on connaît, c'est la combinaison de ces trois types de facteurs ou de vulnérabilités qui a conduit in fine à l'explosion de la crise et à un appauvrissement sans précédent de la population libanaise depuis Les années 60. 2019 et voilà depuis les années 1970. Exactement. Si on remonte beaucoup plus loin. Très bien. Madame Ferrali, sans surprise, le Liban s'est une nouvelle fois tourné vers le FMI pour tenter d'obtenir un prêt. Les négociations autour d'un accord sont toujours en cours. L'Association des banques du Liban exige justement la création d'un tribunal spécial en matière bancaire. Est-ce selon vous une solution viable que de se tourner une nouvelle fois vers le FMI, ou est-ce qu'au contraire justement ça permettra de gagner un peu de temps en attendant de vraies réformes de la part du gouvernement ? Actuellement, on a déjà signé un accord préliminaire avec la FMI. Mais le gouvernement libanais n'a pas fait aucune réforme, dont des réformes exigées par le FMI pour exécuter l'accord, en effet. Donc, les politiciens au Liban savent bien gagner du temps. Ça fait 3 ans depuis le déclenchement de la crise et ils n'ont pris aucune décision valable. Et quelques experts disent que ne pas prendre une décision, c'est une décision en effet. Donc, pour que les grands créanciers dans les banques, pour que la classe politique qui a des intérêts en commun avec les banques ne paie pas les pertes. Et donc, le peuple libanais paiera les pertes. Donc, l'FMI peut être une façon de traiter la crise, mais tout va se baser donc sur les politiciens et les interventions des politiciens et qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 4 milliards. Donc, on avait 24 milliards de dollars après la crise. On avait 24 milliards de dollars qui ont été payés pour des subventions qui n'ont pas, que le peuple libanais n'a pas eu. Comment dire, il n'a pas pu en profiter parfaitement. Donc c'est pas les 4 milliards selon vous qui vont changer grand chose à la situation financière du pays, c'est bien cela. Mais les politiciens, absolument. Très bien, très bien. Mais justement, Madame Ferrali, selon la presse locale et certains politiciens, le gouvernement et certains responsables politiques cherchent à se cacher derrière l'épisode de l'explosion du port de Beyrouth pour justement trouver des excuses ou des prétextes à cette crise. Jusqu'à quel point cette théorie tient-elle debout chez le peuple libanais ? Pour le peuple libanais, l'explosion a révélé l'effondrement de cette classe politique. Il a révélé la corruption, il a révélé l'irresponsabilité de cette classe. Très bien, très bien. Monsieur Khatib, de très riches pays, justement, se situent dans le voisinage du Liban. Pourtant, d'autres également se disent partenaires à l'image de certains pays européens, comme la France. Pourtant, l'on ne voit pas grand monde affluer pour aider ce pays, au demeurant très courageux, mais qu'on laisse se débattre tout seul face à cette crise. À quoi cela est-il dû, selon vous ? Alors, d'abord, il faut dire que y a eu des tentatives répétées d'aider le Liban à résoudre sa crise depuis de nombreuses années, notamment de la part des pays occidentaux, enfin surtout des pays européens et de la France en particulier, avec une conférence en 2017, la conférence du Cèdre, qui était un point focal de tous ces efforts, mais qui n'a pas abouti au déblocage des fonds. Il s'agissait d'une dizaine de milliards de dollars qui devaient être injectés dans l'économie libanaise, moyennant des réformes. Mais comme ces réformes n'ont pas été faites, les fonds ont été bloqués. Ensuite, il y a eu l'intervention
de la Banque mondiale et du FMI, Ensemble, comme ça a oui. été dit par votre Oui. invité, voilà, avec les derniers rebondissements qui sont liés à la proposition mise sur la table par le FMI et qui est toujours pas complètement mise en œuvre du côté libanais. Maintenant, si on regarde les choses de manière un peu plus globale avec les facteurs géopolitiques, évidemment que ces facteurs entrent également en ligne de compte. L'un des points importants, c'est la rupture des relations avec l'Arabie Saoudite Oui. suite à À la la montée piste. en Oui. puissance du parti Hezbollah, oui. Hezbollah dans les gouvernements libanais successifs, hein, dans les Mhm. années 2000-2010. Le poids du Hezbollah jugé trop proche de l'Iran et Oui. d'autres puissances potentiellement hostiles aux pays occidentaux et également aux pays de la péninsule arabique a fait que ces pays ne se sont pas pressés pour trouver une solution, disons, sans demander des contreparties, notamment en termes politiques. Et donc là, on est vraiment dans la conditionnalité, c'est-à-dire qu'on va vous aider si vous changez votre système Oui. politique, alors même que le Liban est censé être un pays souverain et la décision politique appartient in fine au peuple libanais. Très bien. Monsieur Keteb, selon vous, quels sont les pays qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, aider le Liban à se sortir des griffes de la crise financière? J'entends par là, par exemple, la Chine qui investit massivement dans les infrastructures de certains pays en difficulté. On l'a vu en Grèce et on l'a vu dans certains pays de l'Afrique de l'Est, par exemple. Oui, la Chine peut tout à fait aider le Liban, hein, compte tenu de la taille très modeste en Oui, fait de de l'économie l'économie libanaise, oui. libanaise. Ça ne coûterait pas grand-chose à la Chine de l'aider, mais cependant la Chine aujourd'hui est beaucoup plus sélective dans ses engagements au niveau international. Même si c'est un pays globalement autoritaire, il y a eu des critiques en interne sur le projet des nouvelles routes de la soie Oui, de président Xi Jinping et le fait que ça a déclenché des crises par-ci par-là, la dernière en date au Sri Lanka par exemple, et qu'il fallait un peu rationaliser tout ça. Et donc, au final, au niveau politique, le pouvoir chinois n'a pas toutes les marges de manœuvre qu'on pourrait croire vu de oui, l'extérieur. Deuxièmement, la Chine s'intéresse au Moyen-Orient, mais c'est une région du monde qu'elle comprend encore relativement peu. C'est une région qui est très éloignée de ses centres d'intérêt traditionnels et immédiats, et elle ne l'a découvert en fait qu'à travers le prisme du pétrole, en devenant le premier client du pétrole du Golfe, hein, oui, de l'Arabie oui. Saoudite et des autres pays du Golfe. Mais la Chine n'a jamais voulu s'immiscer dans des situations de conflits extrêmement complexes dans lesquels finalement sur le plan politique Si et j'ose dire, ce serait un diplomatique, avantage, elle n'avait justement, ce pas serait beaucoup à l'avantage gagner. d'un créancier comme la Chine. C'est un pays qui ne s'immisce que très rarement, voire pas du tout dans les affaires internes d'un pays quelconque. Oui, mais la Chine demanderait évidemment des contreparties. Ces contreparties, Oui, il faudrait qu'elles soient crédibles. Là encore, il faudrait un garant politique. Et aujourd'hui, ce garant politique, il est introuvable, hein, comme votre invité oui, l'a si bien de précisé, Beyrouth oui. le sait beaucoup mieux que moi. Elle pourra l'expliquer beaucoup mieux. Mais le problème, il est aujourd'hui à ce niveau-là. Très bien. Madame Ferrali, qui a aujourd'hui intérêt à voir le Liban les genoux à terre à une période justement où la moindre déstabilisation politique et économique dans cette région du monde serait catastrophique pour tout le monde, car le Liban est un pays peut-être pas si influent que ça sur le plan économique, mais qui reste tout de même un pays pivot dans cette région du monde. Madame, on va revenir vers Madame Ferrali dans quelques instants. Nous essayons de la joindre à nouveau. Je vous pose la même question, Monsieur Keteb. Qui a intérêt à voir le Liban les genoux à terre, justement, dans une situation critique et dans une région du monde tout aussi critique?
Honnêtement, je crois que personne n'a intérêt à voir le Liban à genoux, quelles que soient les affinités ou l'absence d'affinité en fait avec les acteurs politiques libanais et les travers de ce système. Personne n'a envie d'avoir une implosion de ce pays qui est déjà en fait au bord de l'implosion, si ce n'est qu'il est déjà failli en réalité. Hein, c'est un État failli. Il a tous les critères pour satisfaire ce classement d'État failli. Donc, en fait, aujourd'hui, la question c'est comment faire pour sortir ce pays de l'ornière. C'est là qu'il y a en fait des manœuvres de différents pays pour essayer, à la faveur de cette crise, de renforcer ou de retrouver leur influence. Donc on est vraiment dans ces jeux-là parce que tout le monde sait que le pays est aujourd'hui, on va dire, vraiment hors état de fonctionner. Mais qui prendra la décision de pousser dans le retranchement cette classe politique, ou qui prendra la décision de passer outre ces problèmes et finalement d'aider le Liban avec un chèque en blanc, si j'ose dire, ou un chèque en bois, hein, mais préférablement pour le peuple libanais, il faut qu'il y ait des espèces quand même sonnantes et trébuchantes. Je ne vois aujourd'hui que les États-Unis qui ont la main sur le FMI. Et donc, qui pourrait dire au FMI, voilà, là, on arrête de tergiverser, on accorde les quelques milliards de dollars qui ont été promis dans le cadre du plan, et on verra pour le reste. On se donne du temps pour régler la crise politique et la crise économique. Très bien, Monsieur Kater. Voilà. Madame Ferrali, vous êtes de retour avec nous. Je disais donc, qui a intérêt à voir le Liban les genoux à terre à une période où la moindre déstabilisation politique et économique dans cette région du monde serait catastrophique? Premièrement, je crois que la connexion est l'une des facettes de la crise. Donc, pas de connexion, pas d'électricité 24 heures sur 24. Oui, malheureusement pour le Liban. Beaucoup plus de crise. Je crois que personne n'a d'intérêt à ce que le Liban fait une chute libre. Mais en même temps, personne n'a un intérêt à sauver le Liban, puisque il y avait plein d'attentes pour sauver ce pays. Toutes ces attentes ont fini avec des chutes. Donc, c'est un pays qui est en cas de crise toujours présente. Donc, puisque il y a des partis confessionnels qui sont toujours en conflit, il y a des intérêts qui ne se des intérêts dont on n'arrive pas justement à voir qui en est les principaux bénéficiaires. C'est bien cela. Malheureusement, on a des problèmes justement à maintenir avec nous, Madame Ferrali. Je reviens encore une fois vers vous, Monsieur Kateb. Parlons un peu de données macroéconomiques au Liban, notamment tout ce qui concerne la viabilité de la monnaie dont la valeur ne cesse de se dégrader. Une balance commerciale déficitaire de plus de 9 millions d'euros, une situation énergétique tout aussi grave. Est-ce que le Liban risque de se retrouver en situation de cessation de paiement prochainement? Et comment ferait-il justement pour importer les nombreux biens et matières premières dont il a besoin? Il faut dire que le Liban est aujourd'hui en cessation de paiement. Oui, il l'est déjà, oui, malheureusement. Il l'est déjà et il ne tient que grâce à des crédits à court terme qui sont renouvelés tous les 6 mois ou tous les 12 mois et des dons et subventions qui sont accordés par les différentes agences bilatérales ou par la Banque mondiale. Donc on est vraiment dans une situation où en fait le pays survit de jour en jour sans savoir ce qui l'attendra le lendemain. Les plus grandes victimes, évidemment, de cette situation, ce sont les Libanais eux-mêmes.
qui ne voit pas encore le bout du tunnel. Donc, au niveau macroéconomique, tous les indicateurs se sont déréglés depuis plusieurs années. Et quand la crise a explosé, évidemment, il était trop tard pour régler tout ça. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs priorités. Premièrement, c'est l'aspect humanitaire. C'est-à-dire qu'on a un pays où on a une très grande partie de la population qui aujourd'hui peine à se nourrir. On parle vraiment de nourriture. Le chauffage, l'hiver va venir. Il y a aussi le problème du chauffage. Sans parler de l'électricité, qui est un problème lié. Et donc, alors heureusement pour le Liban, ce n'est pas un pays qui fait face à des températures quand même très très basses. Donc les besoins en chauffage ne sont pas les mêmes que pour d'autres pays. Sur le plan de l'énergie. Là, il y a des pays qui peuvent aider, y compris l'Algérie d'ailleurs, qui pourraient aider le Liban sur ce plan-là, et je pense que cette aide serait la bienvenue. Ensuite, il y a les réformes structurelles. Ces réformes sont difficiles, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'échappatoire. Évidemment, la première des réformes, c'est de restructurer tout le système financier et bancaire et de solder les pertes qui se sont accumulées dans le système avec une juste répartition de ces pertes en faisant contribuer davantage ceux qui ont plus, c'est-à-dire tous les Libanais les plus fortunés, les entreprises qui ont profité du modèle sans vraiment payer leur part, etc. Donc il y a une hiérarchie au niveau des pertes et de leur distribution qui finalement a été proposée par le FMI dans Allô, Monsieur Kateb. Nous avons malheureusement également un souci avec Monsieur Kateb qu'on va tenter de joindre une nouvelle fois. J'en profite pour rappeler justement que le secteur bancaire est également au bord du précipice au Liban. La soixantaine de banques libanaises qui se... Alors, on me fait signe que Monsieur Kateb est de retour parmi nous. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Kateb ? J'ai été coupé, je ne sais pas pour quelle raison. Très bien. Un problème technique survenu. Oui, c'est possible. Ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait cette hiérarchie en fait des besoins et cette hiérarchie des actions qu'il fallait mener pour restructurer et rétablir la situation dans ce pays. Et au-delà de l'urgence humanitaire, il y a évidemment toutes les réformes sur le plan économique, la réforme du système financier et la réforme du secteur de l'énergie, où il y a eu des très grosses carences depuis des années, sinon des dizaines d'années, et il faut injecter d'urgence des milliards de dollars d'investissement. Du cash flow, oui, en effet. Voilà, du cash flow pour redonner l'électricité à tous les Libanais. Et ça, je pense que c'est une priorité avant tout le reste. Très bien, la transition est toute faite pour parler du secteur bancaire. Mais avant de revenir au secteur bancaire, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois avec nous Madame Ferali. Mireille, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. Très bien, bienvenue une nouvelle fois. Dans son dernier rapport trimestriel, justement, on date sur l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, appelle les dirigeants libanais justement à agir rapidement pour mettre le Liban sur la voie du redressement. Il a déclaré, je cite, « Le Liban ne peut se permettre de rester inactif face à la crise socio-économique qui doit cesser de s'aggraver. » Fin de citation. Quelle lecture a été faite justement des propos d'Antonio Guterres au Liban ? Donc, comme Guterres, il y a plein de pays, plein de propos qui ont dit au Liban, tu ne peux pas rester inactif. Oui. Mais aucune action a été prise jusqu'à présent, même si que la crise est l'une des plus pires au monde. Et la Banque mondiale a bien dit cela. L'UNICEF dit que même les enfants sont des victimes de cette crise. Un parmi chaque 3 enfants va se coucher le soir sans avoir déjeuné ou sans avoir dîné. Et l'électricité publique, donc vers la fin de ce mois, on entre dans un noir total, si on peut dire. Oui.
même en septembre, 70% des écoles qui sont des écoles privées au Liban ont face une crise réelle puisque les enfants ne pourraient plus entrer à l'école. Un risque de blackout électrique, selon vous, est encore possible, voire envisageable du côté du Liban? Le blackout total n'affectera pas la population d'une façon directe. Par exemple, ici au Liban, on a des générateurs privés. Oui, des opérateurs privés d'électricité, oui, en effet. Oui, on a une électricité renouvelable. Maintenant, tout le monde investit dans l'énergie renouvelable. Mais elle va affecter l'eau qui va aux maisons de tout le monde. Elle va affecter tout service public. Oui. Donc, et ça va affecter le peuple d'une façon ou d'une autre. Donc, je parlais aussi de septembre. Septembre va être bien dur sur les Libanais. Il y a les écoles, il y a le blackout total, il y a aussi le président Michel Aoun va finir donc sa présidentielle et on s'attend à un vote présidentiel, donc à plus de problèmes politiques. Donc la crise va s'étendre de plus en plus. On n'aura pas un plan de sauvetage exécuté dorénavant dans les mois à venir. Donc ça sera dur. Très bien, Madame Ferrali. Restons avec vous, profitons de votre présence. La transition est toute faite, évoquant le secteur des hydrocarbures et le champ de Karish, dont l'entité sioniste semble vouloir accaparer à tout prix. Il n'y a aucune intention de coopération dans l'exploitation des ressources hydrocarbures entre le Liban et l'entité sioniste, avait déclaré justement le ministre de l'Énergie Walid Fayed après son entretien avec l'émissaire américain Amo Stein. Là aussi, il semblerait que personne ne veuille voir le Liban tirer profit de ses ressources en hydrocarbures, des ressources dont il a plus que jamais besoin. Et l'on rappelle que les violations des eaux territoriales libanaises par les navires israéliens se sont multipliées ces derniers mois. Ma question s'adresse à M. Kateb. À quel point l'exploitation des ressources gazières du champ de Karish est-elle viable pour l'économie, plutôt vitale pour l'économie du Liban? Et pourquoi ce sont encore une fois les Américains, un allié d'Israël qui plus est, qui est à la baguette dans ce dossier de médiation? C'est un dossier qui est très compliqué, hein, comme vous le savez sans doute. Oui. Le problème, c'est que le gisement en question est à cheval sur les eaux territoriales libanaises et sur les eaux territoriales israéliennes, et donc que pour sa mise en exploitation, il faut l'accord des deux pays. Oui. Et pour ça, comme les deux pays n'ont pas de relation directe... Alors je rappelle juste que le Liban conteste le traçage actuel et la ligne de Hof qui sépare justement la partie libanaise de la partie israélienne. Oui, mais ça c'est le propre de toute négociation, c'est d'arriver à une solution qui finalement satisfasse les deux parties. Donc il peut y avoir aussi des manœuvres et des pressions politiques pour retarder le règlement de ce dossier. Néanmoins, effectivement, là où tout cela achoppe, c'est qu'il n'y a pas une solution globale en fait aux différends entre ces deux pays. Je pense que, en définitive, la résolution de cette crise passera par la résolution de la crise plus générale au niveau politique, c'est-à-dire de la signature d'un accord de paix qui n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour en raison de la situation politique et géopolitique complexe. Très bien. En 30 secondes, Madame Ferrali, si vous le voulez bien, à quel point l'exploitation des ressources du gisement de Karish est-elle vitale pour le Liban? En 30 secondes, s'il vous plaît. Elle est bien vitale, bien que on ne peut pas exploiter et en sortir du fioul ou du gaz avant 4 à 5 ans si on met la voie de l'exploitation ou si on met l'exploitation sur voie maintenant.
Très bien, merci Madame Ferrali, merci Monsieur Kateb pour votre participation à l'édition spéciale qui arrive justement à son terme. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. C'est la fin justement d'édition spéciale. Je vous donne rendez-vous dès demain justement pour un nouveau numéro d'édition spéciale. D'ici là, restez fidèles à Al 24 News.